Bonjour, avant que le vlog commence, j'ai un petit message à vous dire. Le vlog précédent, celui où on visite la forêt de Brocéliande, vous a terriblement plu. C'est une des vidéos qui a eu le meilleur départ de toute la série Baluchon. Donc le plus de commentaires, de likes, de partages. Et je voulais vous remercier parce que moi cette vidéo, c'est celle aussi de toute notre aventure Baluchon qui m'a demandé le plus de travail. Et donc ça fait plaisir quand ce travail est récompensé. Et donc je voulais vous dire, pourquoi pas essayer l'option Boost. Vous savez, maintenant on peut booster des vidéos sur YouTube. Et je pense que cette vidéo, vu que j'en suis content et que vous aussi, mériterait qu'on essaye de la booster. Donc ceux qui peuvent booster, vous avez droit à 3 boosts par semaine, d'après ce que j'ai compris. Et donc si vous n'avez pas utilisé vos 3 boosts, n'hésitez pas à booster celle de Brocéliande qui s'appelle Elle teste mon infidélité ici. Donc c'est l'épisode de mémoire 39 de notre aventure Baluchon. Voilà, je vous demande ça comme un petit coup de main pour voir si ça a un réel impact, ce truc de booster. Je vois aussi pas mal de gens dans les commentaires qui me disent « Mais comment vous faites pour booster? Je comprends rien, j'ai pas l'option machin. » Sachez que, moi non plus, je sais c'est très bizarre, je vous demande de booster parce que je sais que c'est une option qui est disponible chez certains utilisateurs, mais pas chez tout le monde. Moi par exemple, je n'ai jamais eu sur YouTube l'option, la possibilité de booster. Par contre Charlotte peut. Elle, sur son portable, elle peut booster les vidéos. Voilà, donc je sais pas trop ce qui se passe côté YouTube. J'ai cru comprendre que c'était encore un truc en test. Donc tout le monde n'y a pas accès. Donc si vous savez vraiment pas comment booster, c'est pas grave. Sachez que moi non plus. Voilà. Et en plus de ça, vu que c'est une option qui est apparue depuis peu et que là moi je suis en rando, j'ai pas pu vraiment me pencher sur le truc. Mais voilà, je me suis dit, ça serait bien que, quitte à booster des vidéos, autant que ce soit celles qui le méritent et qui ont un bon retour. Donc si vous voulez bien booster celle de Brocéliande, qui pour moi je trouve fait partie des meilleures de notre aventure Baluchon, ce serait top. Voilà, allez merci, bon visionnage pour la suite de ce nouvel épisode. Salut, je m'appelle Céleste Grande. Et moi, c'est Charlotte Grande. C'est mon épouse, nous nous sommes rencontrés lors d'une randonnée. Et on ne s'est plus jamais quittés. Et c'est même durant l'une de ces aventures que j'ai fait ma demande en mariage. Et c'est aussi lors d'une rando que je lui ai annoncé qu'on attendait un enfant. En résumé, les randonnées et les pèlerinages, ça nous connaît. Donc il nous semblait logique qu'après notre mariage il y a quelques semaines, on décide de faire un voyage de noces, pas tout à fait comme les autres. Vu que l'aventure fait partie de l'essence de notre histoire, c'est sur les chemins que l'on souhaite écrire ce nouveau chapitre. Et ce n'est plus seulement nous deux, mais toute une tribu dont nous devons prendre soin. Pour commencer, on prend avec nous Talgor, notre petit chien aveugle et sourd. Rassurez-vous, c'est de naissance. Il est heureux et il va bien. Ensuite, en plus de nos 2 ânes, Babine et Balthazar, qui ont l'habitude de marcher avec nous, on prend Violette, la petite de Babine, née il y a quelques mois, pour l'initier à nos grandes aventures. Et bien sûr, notre petit bébé de moins d'1 an sera également du voyage. Ce sera donc notre premier périple en tant que jeunes parents. On apprend à notre enfant à dire bonjour aux arbres. Et vous voulez peut-être savoir où on va? Nous avons décidé de traverser toute la Bretagne à pied, jusqu'au Mont Saint-Michel. Et pour cela, on va improviser notre chemin. Vous allez découvrir avec nous toutes les légendes et la magie du monde celtique. Tradition, folklore, légendes arthuriennes, mythes oubliés, la Bretagne comme vous ne l'avez jamais vue. Sauf si vous avez vu des vidéos sur la Bretagne. Mes petits lutins et mes petites fées, n'oubliez pas de nous suivre dans cette nouvelle aventure avec une vidéo par jour, en prenant un bon verre de cidre et surtout votre baluchon. C'est assez rare depuis plusieurs semaines, mais pour une fois on part avec le soleil. Donc on a passé 3 nuits dans une maison complète qui nous a été gracieusement prêtée par Iwen, une personne qui regarde cette chaîne YouTube, appelée aussi un abonné, qu'on a eu la chance de rencontrer. Il est venu passer la journée d'hier avec nous, mais en fait il travaille donc il n'a pas pu se dégager plus de temps. Donc on quitte son domicile, on avait le champ juste en face, où j'ai été bien sûr récupérer les babines que voici. Donc les babines sont prêtes, Charlotte et bébé sont prêts aussi. On part assez tard de ce... C'est même pas un village, hein, c'est un hameau ici, on a été très calme, enfin c'était calme. On est en pleine forêt de Brocéliande. On avait besoin de ce temps de repos, parce que comme j'en ai parlé dans les épisodes précédents, en ce moment avec Charlotte, on a une sorte de retombée énergétique. C'est-à-dire que c'est comme si on avait le corps qui relâchait, comme si on avait fini notre aventure alors qu'elle n'est pas finie.
Donc c'est un changement à la fois d'ambiance, de climat. On est passé à l'automne. On a rarement du soleil, donc on manque de punch, d'énergie. Puis on a simplement aussi tout ce qu'on a déjà accumulé, quoi, plusieurs jours de marche, plusieurs mois. Donc on a ce truc de le sport, que tu vois, le sport quotidien qui se fait ressentir. Le manque de vitalité, le manque d'énergie. Le manque de sommeil, le fait qu'on ne dorme pas toujours correctement avec notre matelas godé, crevé, machin. Et aussi le changement de météo entre la pluie et le froid maintenant. Il y a le froid qui s'est rajouté. Il fait quand même bien frais, là c'est un mois de septembre. On ne peut pas dire doux, non, il est plutôt froid et humide. Donc bref, autant de facteurs qui font que on accuse le coup, comme le dit l'expression. Mais pour moi, il n'y a pas de hasard. Car vous savez, sur cette chaîne YouTube, moi je prends jamais les choses telles comme du hasard. Pour moi, rien n'arrive pas sans rien. C'est-à-dire que si on doit en chier pour notre dernière ligne droite jusqu'au Mont-Saint-Michel, c'est que ça se mérite. C'est un peu le boss final, comme j'en parle souvent dans ces vidéos. Il y a la dernière ligne droite, c'est pas facile, hein. Faut jamais croire que le plus dur était derrière nous. C'est comme dans un jeu vidéo, plus on avance, plus ça devient difficile. Il est vrai que dans pas mal de mes aventures, j'ai remarqué que plus j'approchais de l'objectif final, plus des éléments extérieurs s'acharnaient contre moi ou contre nous lorsque j'étais accompagné, comme pour essayer de te faire flancher, abandonner, perdre ta quête de vue, ton objectif de vue. Mais vraiment, hein, c'est pas des conneries ce que je vous raconte. Que ça soit sur Compostelle, lorsque je m'approchais de Santiago, ou sur les sentiers cathares, lorsque j'approchais de la ville de Foix, ou toutes mes randos, même sur le GR20, lorsqu'on allait finir notre périple. Mais je me rends compte que c'est surtout bien marqué lorsque c'est un pèlerinage avec une consonance derrière spirituelle. Lorsqu'on a été aussi à Rome, enfin et plus exactement au Vatican, en calèche. En fait, plus on s'approche de l'objectif final, plus tu as l'impression que les éléments se déchaînent, d'être contre vents et marées. Tu as l'impression de lutter contre le courant et que le cosmos veut te mettre des bâtons dans les roues, veut pas que tu l'atteignes. Et là, si je vous fais dire ça, c'est parce que moi, je trouve qu'on a plus de punch, quoi. J'arrête pas de regarder Charles, je dis putain, il me tarde de finir. En fait, je suis dans un état de fatigue extrême, et Charlotte aussi. Un état de fatigue qu'on avait lorsqu'on approchait de Rome, comme je vous l'expliquais. Mais sauf que sur Rome, c'était au bout de 5 mois, quoi. Au bout de 5 mois de rando, là, on commençait vraiment à se dire, ah, c'est dur, faut qu'on se termine. Là, ça va faire bientôt 2 mois. Et moi, je suis déjà en manque de punch, d'énergie. Comme j'étais sur Rome, mais au bout de 5 mois. Et en fait, c'est à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je suis censé comprendre? Est-ce que on doit abandonner? Ou au contraire, on doit tirer? Bien sûr, la réponse, on la connaît. Hein. C'est qu'on doit tirer. C'est justement le moment où il faut sortir sa bravoure, sa force et son courage. Se dire, allez, non, on n'abandonne pas, on continue. C'est maintenant qu'on a envie de lâcher. C'est maintenant que là, tu as envie de passer un coup de fil et dire, allô, venez me chercher. Allô, maman, bobo. C'est dur. En fait, c'est le moment où le mental doit prendre le dessus. Physiquement, nos corps sont HS, ils ont besoin de sommeil. Et c'est le mental qui a envie de dire, allez, flemme, on continuera plus tard, on attendra l'été prochain pour faire... Non. Justement, il n'y a pas d'attente. Faut le faire maintenant. Faut le faire maintenant, mais voilà, ça se fait pas en simplicité. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Hein. Si ça arrive, tout ça, c'est parce que c'est une manière de nous... Je vois ça un peu comme les forces du mal, moi. Je vois ça un peu comme, tu vois, on est en train de faire un truc grand, un accomplissement, un pèlerinage. C'est épique, hein, tu vois, c'est une quête comme la quête du Graal, quoi. On est en Brocéliande, c'est un truc, c'est un exploit à la fois sportif, mais aussi spirituel, un exploit personnel. Nous, maintenant, c'est aussi un exploit familial. C'est quelque chose de profond, puis le fait qu'on en fasse des vidéos, il y a un côté aussi plus dans le monde. Même si mon public est principalement francophone, mais c'est accessible partout dans le monde. C'est aussi un exploit, tu vois, c'est un message qu'on fait porter, c'est une autre manière de voir le monde, c'est une vision, c'est une opinion, c'est une sensibilité, on vous partage une intimité, mais aussi un message d'espoir, on vous montre que c'est possible, quand on veut, on peut. Enfin, ça a tellement d'impact, tout ce que ça implique. Quand je vois tous les abonnés qu'on rencontre et qui nous tendent une main, et surtout le nombre de merci qu'on reçoit, merci de faire ce que vous faites, merci. En fait, tu te dis, mais ouais, je me rends pas compte, moi, finalement, on fait juste un pèlerinage.
Et ça a concrètement un impact dans la vie des gens, ça les aide, ça les touche, ça les rend plus forts, ça les rend plus beaux, ça les rend plus spirituels, donc ils se trouvent une voie, ils arrivent à se trouver eux-mêmes. Donc finalement, ils arrivent à trouver une sorte de chemin vers le bonheur. Enfin bref, c'est tellement un impact positif que c'est pour ça que les forces du mal s'acharnent. Et elles aiment pas voir ça, elles aiment pas voir des gens qui font des trucs. Surtout ce genre de trucs. Tu comprends, je ferai des vidéos dégustation, manger avec des aliments bleus pendant 24 heures, je ferai des vidéos de merde, des réactions, je ferai du drama, je ferai voilà, ce qu'on trouve 90% sur YouTube. Ah bah là, les forces obscures te laisseraient être populaire, gagner, te laisseraient succès. Bon, c'est pour ça que la médiocrité triomphe toujours. C'est parce que voilà, le chanteur à la mode ou le film à la mode, qui pourtant on sait au fond de nous que c'est de la grosse merde, triomphe et on est là à se dire ah bon mais pourquoi ça marche, c'est de la grosse daube. Bah oui, mais c'est parce que les gens aiment la merde et c'est parce que les forces du mal mettent ça en avant. Tu comprends, leur avantage à eux c'est pas de faire briller la lumière, c'est de faire miroiter l'ombre. Les forces du mal ont tout intérêt à ce qu'on reste dans les ténèbres, il faut pas éveiller les gens, tu comprends. Quel serait l'intérêt d'amener de la lumière dans le cœur des gens? Bah non, après ils deviendraient intelligents, ils consommeraient moins, ils feraient moins tourner le business. Non, il n'y a aucun but à ça. Et donc ces forces obscures, comment je les vois moi? Parce que là on se dit oui mais c'est quoi les forces obscures? C'est genre des mecs en capuche autour d'un cercle qui font des messes noires. Ben en fait oui et non. C'est pas spécialement une forme physique, c'est pas spécialement... c'est ce qu'à l'époque on appelait le diable en fait. C'est les pensées néfastes, c'est tous les jaloux. Ceux qui regardent ces vidéos mais qui au fond d'eux sont rongés par la jalousie. Tu vois, c'est eux, ils se rendent pas compte, mais en fait quand ils sont jaloux, c'est le même concept qu'une prière. Il envoie en l'air une pensée négative qui vient nous heurter, tu vois, telle une flèche. Ouille. Tu vois, il m'arrive une couille, merde, pourquoi il m'arrive ça? C'est parce qu'en fait c'est quelqu'un quelque part a envoyé une pensée négative. Et c'est l'inverse d'une prière. Une prière, c'est quand on voit une pensée positive. Et donc c'est pour ça qu'on lutte. C'est un combat permanent. Le bien contre le mal. C'est la morale du Seigneur des Anneaux, hein, pour toujours revenir pareil, toujours parler des mêmes trucs. Ou la Bible. Hein. Mais je sais que quand on prononce Bible, ça ferme, les gens se ferment, se braquent. Mais en gros, c'est... combat de l'archange Saint-Michel. L'ombre face à la lumière. Et donc nous, en fait, il n'y a plus qu'à choisir notre camp. Quand on fait une action et qu'on œuvre pour la lumière, forcément, on attise la haine, donc... on attise la haine, enfin, pour les forces du mal, quoi. Donc on se reçoit des obstacles de ce style-là. Et quand tu es dans l'ombre, quand tu es du camp du mal, que tu fais quelque chose de mauvais, et ben tu as moins d'embûches. Parce que la lumière, elle ne vient pas... n'a pas une action négative en fait. Elle te donne une direction d'espoir. Elle te permet de te repentir. Elle te dit, écoute, là tu es en train de faire du mal. Si tu viens par là, tu feras du bien. Mais elle ne vient pas contrarier tes plans. C'est pour ça qu'il est plus simple pour tout le monde de choisir le côté obscur. C'est parce qu'il n'y a aucune difficulté. D'où le concept d'un pèlerinage. Pèlerinage, t'es censé en chier. Tu vois, t'es censé transpirer, t'es censé fatiguer, t'es censé être dans la difficulté. Un pèlerinage, c'est fait pour expier tes péchés. C'est une manière de dire, t'es pas obligé de souffrir, mais en fait tu souffriras par extension. Ça veut pas dire qu'il faut rajouter des clous dans tes chaussures ou obligatoirement te flageller. Mais ça se fera tout seul. Si tu le fais de manière authentique, la difficulté et la fatigue viendront tout seuls en fait. Alors que quand tu choisis le chemin facile des ténèbres, le côté obscur, la lumière juste te regarde et te laisse faire. Comme pour te dire, bon ben, va explorer le côté obscur si tu veux, mais la lumière veille toujours, tu vois, tel un soleil dans le ciel. Même qu'il y a des nuages, le soleil est toujours là en fait. Donc c'est à toi à un moment donné de te dire, ah ben si j'arrêtais de me concentrer sur le négatif et que je commençais à regarder vers le soleil, vers la lumière. C'est ça la différence. Donc voilà, les forces du mal en fait c'est tout ce qui s'oppose à toi lorsque tu œuvres pour le bien. En tout cas, quand je dis pour le bien, c'est quand tu œuvres pour ton cœur. Lorsque tu fais une action avec ton cœur, et donc tu estimes que c'est une action pour le bien, bah c'est tout ce qui vient s'opposer à toi. Et à l'époque, pour aller plus vite, on disait directement voilà, que c'est le diable, quoi. C'est le diable qui vient te tendre un piège, une embûche, qui vient te perdre dans la forêt, qui t'amène la mauvaise météo, le froid. Mais en gros, c'est un peu de tout.
C'est les gens jaloux, c'est les ténèbres qui veulent pas que la lumière triomphe. C'est tellement simple de souffler sur une bougie qui brille dans une grotte, tu comprends? Faut voir le monde un peu comme une caverne obscure. Puis il y a des petits gens qui brillent par-ci, par-là, qui éclairent les parois de la grotte. On a l'espoir de guider vers eux les gens un peu perdus dans cette grotte justement. Tu vois une lueur d'espoir, tu dis ah, quelqu'un qui brille, ça réchauffe et ça m'éclaire en plus. Donc tu te diriges vers la bougie, mais en fait, la grotte elle veut garder les gens perdus. Donc t'as juste à souffler, c'est très rapide de souffler sur une bougie. Et donc ben voilà, c'est ce sentiment des fois d'être seul contre tous. Ce sentiment d'être seul contre tous et de devoir lutter alors que tu as l'impression de faire un truc normal quoi. Mais c'est vrai qu'avec Charlotte on l'a souvent remarqué ça, nous, que vers la fin de notre périple, les choses commencent à devenir de plus en plus dures. Et quand c'est pas des éléments extérieurs du style météo ou je sais pas quoi, problème, c'est des trucs mentaux, c'est une fatigue, un découragement, un manque de motivation, tu vois, ça prend d'autres formes en fait. Presque une sorte de magie noire au final. Donc voilà. Voilà les amis, je voulais vous parler de ça qui fait qu'avec Charlotte, on essaie aussi d'écouter notre corps. Donc quand on a l'occasion de se reposer, on se repose car rien ne nous presse. Le plus important c'est qu'on termine notre pèlerinage et non pas qu'on se fasse mal en le faisant. Donc là on sentait qu'on avait besoin de repos, on s'est posé donc 3 nuits dans cette maison et ça nous a fait grand bien. Aujourd'hui, le programme c'est de traverser toute la forêt de Brocéliande, aussi appelée la forêt de Pimpon, à pied. Et pour cela on va le faire par un axe qui coupe la forêt en deux en fait, en plein milieu. Donc on va vraiment être dans les Landes. Mais on ne le fait pas par le GR37 car trop escarpé pour les ânes. C'est pour ça qu'on y a été hier avec Iwen, l'abonné qui nous a prêté sa maison. En voiture, on a été voir ce qu'il y avait à voir. Les lieux cultes, on va dire. Mais qu'aujourd'hui, qu'on reprend la remarche, on esquive ces difficultés-là avec les ânes. Et donc, on coupe. Nous sommes donc dans la forêt de Pimpon et vous voyez, on va la traverser en plein milieu. Là, le rond vert avec la flèche, c'est notre direction. On va vraiment la traverser, avancer, avancer. Ici, au niveau du lac, c'est Pimpon, la ville de Brocéliande qui est en plein milieu. On va également la traverser. C'est vraiment une énorme forêt en fait, ça. Elle est très très grande. Et donc on vise Plélan-le-Grand. Vous voyez là, Plélan-le-Grand qui est bien sur le GR37. Regardez, le GR37 c'est écrit là. Sauf que le GR37 nous est passé par le sud de la forêt. Vous voyez, il nous est passé par là, tous ces petits trucs qu'on a vus hier en fait. Le miroir au fait, l'arbre d'or, tout ça. Donc, nous on coupe en deux tout droit, vroom, jusqu'à Pimpon, et après de Pimpon, on se regreffe sur Plélan-le-Grand. Alors comme vous pouvez le voir, il y a une étoile bleue sur Plélan-le-Grand. Pour rappel, tous les petits points bleus sur ma carte, ce sont les gens qui m'ont dit si tu passes dans le coin, je peux vous accueillir et vous héberger. Et donc ça tombe bien, car depuis quelques temps, on arrive à relier point bleu jusqu'au point bleu, enfin plusieurs points bleus, donc ça nous évite de monter le camp avec notre matelas pourri. Et vu qu'il fait froid et machin, ben, ça nous arrange. Et surtout, ça nous permet de rencontrer des gens. C'est toujours intéressant. Je rencontre ma communauté, je vois que j'ai aussi bien des jeunes que des moins jeunes. Des gens de droite que des gens de gauche. J'ai des gens grands comme des gens petits. Enfin, j'ai tout âge, tout milieu, toute culture. Et ça me fait plaisir, en fait. Je me dis, putain, mais franchement, d'habitude, sur une chaîne YouTube, il faut comprendre que tu cibles un public niche. Si tu fais une chaîne YouTube avec des jeux vidéo, tu vas t'adresser à des jeunes. Si tu fais une chaîne YouTube de foot, tu vas t'adresser aux footeux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je me rends compte que malgré le fait que je sois dans la randonnée, je touche à tellement de gens. Vous voyez bien les dessins qu'on reçoit des enfants dans ces vidéos. Il y a même quelqu'un là qui m'a envoyé un clip. Il a écrit une musique, il a fait un clip avec les images de notre randonnée. Donc j'ai reçu un clip avec une musique, des paroles qui parlent de notre histoire, tout ça. Enfin, c'est cool quoi. Donc en plus on pousse les gens à créer, donc ça les inspire, donc finalement il n'y a pas meilleure récompense. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi rencontrer les gens et aller à leur rencontre quand ils nous disent tu peux passer, si tu passes dans le coin, t'es le bienvenu. Alors c'est pour ça qu'on vise Plélan-le-Grand aujourd'hui.
Nous avons potentiellement, je mets toujours des potentiels conditionnels parce que ça peut toujours être modifié. Nous avons potentiellement quelqu'un qui peut nous réceptionner pour ce soir. Voilà, vous savez tout. J'ai beaucoup parlé en ce début de journée, enfin début de journée pour nous. Là, je vous cache pas qu'on part, on est en début d'après-midi. Ça fait du bien le soleil. Et donc globalement, notre journée, ça va être ça, quoi. Ça va être une ligne droite en pleine forêt. Et on a beaucoup de kilomètres. Hier soir, on a essayé de calculer avec Charlotte combien on en a entre 15 et 20, mine de rien. Donc allez, c'est parti. Nouvel objectif, nouvelle mission. Iwen, donc la personne qui nous a prêté la maison, m'a offert 2 livres, dont un qui parle du Mont-Saint-Michel. Et il m'a dit, tu devrais le lire, ça parle du Mont-Saint-Michel, mais d'un point de vue un peu ésotérique, d'un point de vue mystère, les secrets du Mont-Saint-Michel, tout ça. Donc moi, je veux pas le Mont-Saint-Michel, je connais pas vraiment. Et je veux pas trop me spoiler. Je veux le découvrir, sans être influencé par des messages qui me disent faut aller voir ci, faut aller voir ça, machin. Mais ce matin, j'ai quand même eu la curiosité, vu qu'on m'offre un livre, de le lire. Je vais pas juste le laisser fermer. Donc j'ai commencé à le feuilleter, en fait, ça m'a directement embarqué dans le bouquin, j'étais à fond dedans. Donc là, j'ai lu déjà un bon tiers, il faudra que je le termine. En gros, c'est trop bien, ça me spoil pas trop, parce que c'est juste des photos. Donc je vais quand même avoir l'aspect découverte. Mais ça m'indique des choses à voir. Ça te dit, quand tu passes ici, pose ta main sur cette pierre, recharge-toi. Ça te parle d'énergie, d'ésotérisme, ça te parle aussi de l'histoire du lieu. Qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y avait maintenant, enfin... Ça parle presque d'un voyage initiatique. Et donc j'aime bien, j'ai bien aimé ce livre. Alors j'ai appris déjà un tas de trucs grâce à ce bouquin. Alors tout ça, j'en ferai part une fois qu'on y sera là-bas. Mais juste, il y a quelque chose qui m'a marqué de bon matin, et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je lis une des premières pages du livre, et évidemment ça dit le Mont Saint-Michel est un lieu où se croisent énormément d'énergie. Toi, le réseau Hartmann, même les courants marins, il y a un truc énergétique, quoi, hein, le flux tellurique, on pourrait dire. Et dans la tournure de phrase de l'auteur, il y a marqué « C'est pour ça qu'à l'époque, ils érigeaient des mégalithes, des pierres, tout comme on en trouve à Karnak. » Et là, je me suis dit, putain, mais c'est fou, quoi. La première page du livre, ça te parle du Mont-Saint-Michel, un haut lieu énergétique, et ça le compare immédiatement avec « C'est pour ça qu'à Karnak, ils érigeaient des pierres en rangée pour augmenter ce flux et aussi le canaliser. » Et je me dis, mais il n'y a pas de hasard, quoi. C'est pour ça qu'on est parti de Karnak. Moi, je me suis toujours dit que j'étais pas maître de moi-même, que je suis quelqu'un qui doit être, je pense, très réceptif à des trucs, à des énergies, des forces. Et des fois, je me laisse un peu guider comme ça, à gauche, à droite. Je regarde, j'observe, je me laisse un peu telle une feuille au vent, je me laisse amener partout. Sans que le mental vienne à l'opposé de ça. Parce que c'est à partir du moment où tu commences à trop réfléchir que tu contraries les plans de la nature. Que quand tu te laisses un peu guider, en étant juste observateur, tu deviens un réceptacle, tu vois, tu deviens comme une antenne, tu reçois des fréquences radio et tu te dis, tiens, je vais écouter mon cœur, je vais aller par là, tiens, je vais aller là, je sens que je suis appelé par ici. Toi, c'est ça. Et moi, je me dis, des fois, ça m'est déjà arrivé dans des vidéos, que vous regardez là, de partir dans des monologues, de déblatérer des heures, blablabla. Et des fois, au montage, je constate, je me dis, putain, mais c'est moi qui dis ça. Je vais pas dire comme si j'avais été possédé pendant 10 minutes de vlog, hein, c'est pas de la possession. Mais comme si j'avais été inspiré par un truc. Et je suis là genre, ah ouais, c'est... Tu sais, limite, même moi en montant, je suis là, ah bon, ouais, j'ai dit ça tout à l'heure, ah ouais, je m'en souvenais pas, ah ouais, c'est intéressant. Bon, des fois, il y a aussi des trucs, c'est nul, hein, donc je coupe au montage. Mais c'est juste pour dire que, des fois, j'ai l'impression d'être, inspiré, ça serait le mot. Comme si j'avais reçu un truc d'ailleurs, une énergie invisible qui venait me... Et tu vois, et vu que moi, je cherche à ne pas trop réfléchir, à ne pas trop filtrer, justement pour que ça soit le plus brut et authentique possible, comme un petit bijou dans une montagne que tu vas trouver, tu vois, une pierre non travaillée, une pierre belle mais naturelle, tu vois, pas une pierre belle sculptée. Un bijou brut, quoi, naturel. Et c'est ce que j'essaie de faire avec ces vidéos, mais de l'art primitif presque, tu vois, de l'art brut. Ça, j'aime bien ça. Et donc, quand j'ai lu ça là, sur le truc de Karnak, je me suis dit, mais c'est fou.
Parce que moi j'aurais pu choisir n'importe quel autre lieu comme point de départ pour Carnac. Et j'ai trouvé ça fou que ce livre qui parle du Mont-Saint-Michel mette directement en relation notre point de départ et notre point d'arrivée. Donc ça m'a confirmé de me dire, ok, on est sur la bonne voie, on a fait le bon choix. Et là pour le coup c'est ce que j'appelle une très belle synchronicité. On est vraiment en pleine forêt de Brocéliande. C'est assez joli, c'est très vert. Après il y a beaucoup d'exploitation des bois, chose qu'on ne voit pas quand on passe en voiture en fait. Il laisse si vous voulez Oui Babine, c'est par là. Yeah. Tindel. Il laisse les premiers arbres qui font un peu cache-misère, mais genre derrière quand tu prends toi un chemin de terre, tu vois que souvent c'est rasé en fait. En gros vu du ciel ça doit faire des petites calvities dans la forêt de Brocéliande. Façon Calvados. Alors là on est vraiment en pleine forêt les amis. C'est très sauvage. Ça sent bon le champignon. Ça sent bon l'automne. Vous voyez, il y a un petit lac là, ici là. Enfin un petit lac. Un petit étang plus exactement. C'est magique, hein. C'est des petits chemins perdus dans les bois comme ça. C'est sauvage. J'adore. J'adore, j'adore. Il y a plein d'essences d'arbres différentes, des chênes, des hêtres, des sapins, des bouleaux, des châtaigniers, du houx. C'est une très belle forêt luxuriante qui pousse à l'imaginaire en fait. Qui pousse au conte, à la magie. Regardez toutes les petites mousses et tout ça. Moi depuis tout à l'heure je marche avec mes ânes là. Comme je me l'imagine, ça se faisait à l'époque, avec son canasson. J'aime bien me dire que là, je suis en train de marcher sur un sentier qui a été foulé par des Celtes, par des chevaliers, par des guerriers, par des villageois, en calèche, à pied, à chevaux. Et quand je ressens un peu ce qui pouvait se ressentir à l'époque. T'étais là en train d'essayer de rejoindre deux villages, à travers la forêt, en espérant pas tomber dans un piège par des brigands, de pas croiser une dame blanche ou des corrigans qui te feraient peur, des esprits maléfiques, en espérant pas tomber sur l'orage ou croiser simplement un loup. Je sais pas, il y a une pure magie. Je me rends compte que je suis vraiment en train de vivre une aventure, c'est un monde ouvert quoi. Tels les livres dont vous êtes le héros que je lisais plus jeune. Il y a vraiment un petit côté... Oh ah non, je croyais que c'était des girolles. On dirait des girolles, ceci dit. Ouais, telle une quête, quoi. Putain, mais je crois bien que c'est des girolles. J'en ai vu d'autres, là. Telle une quête, tu sais, un peu magique. Vas-tu dans la forêt de Brocéliande t'enfoncer ou restes-tu sur les chemins goudronnés? Rendez-vous page 2, ou va au paragraphe 322. Si tu as l'anneau magique, tu peux passer par la forêt. Si tu as le coquillage protecteur, alors il pourra rien t'arriver. En vrai, cette forêt est tellement immense, elle est vraiment très grande, que je pense que tu pourrais facilement t'y perdre. Mais vraiment, c'est... Ouais, tu pourrais facilement t'y perdre. Hein. Après, par chance, c'est un sentier assez bien dégagé. Vous voyez, c'est un chemin, là, tu passes en quoi? Tu passes en véhicule, en 4x4, quoi. C'est pas un petit chemin de rando, c'est ça que je veux dire. C'est des grandes lignes droites. Quand tu regardes la carte, c'est des énormes lignes droites, en fait. La forêt de Brocéliande est découpée par de grandes parcelles. C'est pas un chemin qui tourne dans tous les sens, quoi. T'as vraiment l'impression qu'ils ont pris un camion et boum, ils ont été tout droit et hop, c'est un chemin. C'est que ça en fait, c'est très quadrillé. Après, il y a beaucoup de parties privées. C'est un peu, faut faire gaffe à ça. Tu vois, là, tu pourrais te dire, ah, vas-y, je vais passer par là, mais en fait, ça se trouve, ça c'est privé, tu vois. Donc, faut toujours regarder s'il n'y a pas un panneau, chemin, propriété privée ou ce genre de truc.
Mais en tout cas, là, cette partie est vraiment belle. Vous voyez, je suis là, on arrive à un carrefour de haute forêt. Et vous voyez ce que je vous disais quand je vous disais que c'était très quadrillé. Tout ça là, c'est des routes, c'est des chemins. Les traits noirs et les traits blancs, c'est des chemins. Donc c'est vraiment... la forêt de Brocéliande a été parcelée. Depuis tout à l'heure, on marche. Honnêtement, les amis, c'est une magnifique forêt. C'est bien, Violette. C'est une magnifique forêt. Je peux pas vous dire autrement. Les arbres, ils sont beaux. Ils sont hauts, ils sont anciens. Puis des fois, tu tournes la tête, t'en tombes sur un qui est un peu tout tordu. C'est vraiment une belle forêt. Elle est pas trop humide, elle est pas trop sèche, elle est belle. Franchement, elle apporte bien sa réputation de... Je sais pas, elle a l'air calme, elle a l'air agréable. Puis elle est lumineuse en même temps. Parce que c'est ça une forêt, des fois quand il y a le toit végétal, ça la rend très sombre, très lugubre. Celle-ci, je sais pas, elle est éclairée, il y a des tapis d'herbe et de mousse, il y a de la fougère. Elle sent bon aussi. Elle est aux mille odeurs. C'est très nourrissant, tu passes et puis... T'as des petites odeurs de champignons, d'écorce, d'épices, de feuilles, de terre. Ah, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup cette petite forêt. Vous voyez là, c'est le genre de belle ligne droite qui m'inspire. Je vais pouvoir vlogger tranquillement et un peu vous raconter des trucs. Et alors un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous. Les babines suivent bien, je les tiens même pas. Un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est notre mariage, les amis. Parce que je vous avais dit dans une précédente vidéo que je vous raconterais un peu notre mariage. Alors, c'est simple. On a tout organisé nous-mêmes. On n'a pas fait appel à des services de quelqu'un, un organisateur de mariage. Et ça nous a pris énormément de temps. Et en même temps, cette année-là, donc c'était là en 2025, ça a été aussi l'année où on a eu notre enfant. Donc en fait, c'est une année qui était émotionnellement chargée, mais aussi en termes d'événements personnels dans la vie d'un couple, il se passe plein de trucs. Tu deviens parent, notre enfant ensuite on l'a baptisé, donc il y a eu ça aussi à organiser et préparer. Et puis donc là j'ai décidé de m'attarder un peu sur le mariage. Le mariage en fait, je voulais m'en occuper. Parce que pour moi, j'ai fait ma demande en mariage lorsqu'on a été à Rome, en calèche. Il y a 2 ans, dans ces vidéos, vous les avez vues, je faisais une vidéo par jour sur l'aventure qui s'appelle Les Pionniers, une aventure qui est disponible sur ma chaîne YouTube avec un épisode par jour. On était avec Babine et Balthazar et une calèche. On est parti d'un village nommé Conques, en Aveyron, et on a été jusqu'à Rome. Et arrivé là-bas, j'ai fait ma demande en mariage. Charlotte a donc dit oui. Et donc, nous nous sommes mariés. Il a fallu l'organiser, le mariage. Et donc un mariage, ça s'organise. Il y a des trucs auxquels il faut penser. Alors nous nous sommes mariés bien sûr
à l'église, devant Dieu, comme on le dit. Mais figurez-vous que j'ai déjà découvert un truc que j'ignorais. Mais avant de te marier à l'église, tu ne peux pas si tu n'es pas marié à la mairie. Le prêtre, le curé, ne peut pas te marier à l'église si tu n'as pas le vrai papier de la mairie, si tu n'es pas déjà officiellement marié pour de vrai, administrativement parlant. Donc, du coup, on s'est aussi marié à la mairie. Mais nous, ce qui nous tenait à cœur, c'était vraiment le mariage à l'église. C'est symbolique, c'est un acte pur d'amour, de don à l'autre. Une alliance, tu vois, une alliance relie les gens. Ça crée du lien. Et donc, c'était important pour nous que ça soit fait à l'église. En fait, lorsqu'on est arrivé à Rome et j'ai fait ma demande en mariage, on a envoyé des cartes postales aux gens qui nous tenaient à cœur, à des gens proches, pour dire voilà, notre chemin s'est bien passé, nous sommes arrivés au Vatican. Et on a écrit à des gens voilà, pour dire notre aventure s'est bien passée, 5 mois de galère, 5 mois de périple, mais nous y sommes arrivés et tout. Et puis j'ai annoncé aussi dans cette carte postale que j'avais fait ma demande en mariage et que Charlotte avait dit oui. Et il y a une personne à qui on a écrit que ça nous tenait à cœur. C'est en fait dans l'aventure des pionniers, le jour 1, vraiment la première vidéo, le premier épisode de notre périple, on part d'un village nommé Conques en Aveyron. Conques, c'est un village médiéval qu'on adore. C'est pour ça qu'on avait choisi ce village comme point de départ, mais aussi parce que c'est un village qui est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, c'est un village qui me marque, que j'apprécie. Et le jour de notre départ de Conques, le jour où on partait direction Rome, donc c'est pas n'importe quel jour, quoi, c'est le jour du premier pas, on tombe sur le curé de l'abbaye de Conques, frère Damien, qui nous voit par pur hasard avec notre calèche et nos ânes. Il nous dit mais qu'est-ce que vous faites, vous allez où comme ça? Et alors on lui dit ben on va à Rome et tout. Alors pour lui on est des drôles de pèlerins un peu farfelus, mais il se dit mais c'est génial et tout. Donc il nous a donné une bénédiction de voyage, une bénédiction de pèlerin. On a fait une prière ensemble. Tout ça on le voit dans l'épisode 1 de l'aventure des pionniers. Et ce qui nous a touché, c'est que ça s'est fait vraiment naturellement, spontanément. C'est lui qui nous a dit venez, on va faire une petite prière pour que votre voyage se passe bien. Et donc il est resté avec nous dans nos pensées, dans nos prières et dans notre cœur tout le long du voyage. Cette rencontre nous a marqué. C'était fou qu'on se dise, tiens, on n'organise rien, nous on part juste avec nos 2 ânes. Et bam, il y a vraiment le curé qui nous dit, ah vous allez à Rome, au Vatican. Allez, prions, que la Vierge vous accompagne, et que le Seigneur également. Et on était là, on est parti plein d'amour et plein de joie. Donc arrivé à Rome, on lui a écrit, à frère Damien, on lui a écrit... notre voyage s'est bien passé, nous sommes arrivés, j'ai fait ma demande et Charlotte a dit oui. Et donc il nous a répondu, il nous a dit, bah, écoutez, je serai honoré de célébrer cette union, et si on peut le faire à Conques, ce sera avec plaisir. Et alors là, nous, ça a été une immense joie, parce qu'il faut savoir que se marier à l'abbaye de Conques, à l'abbatiale de Conques, c'est très difficile, du moins c'est très rare. En fait, l'abbaye de Conques, si vous voulez, c'est tellement un endroit de pèlerinage connu, il y a tellement du monde en fait, en été, il y a tellement de touristes, il y a tellement de gens qui aimeraient s'y marier, qu'ils ne peuvent pas accepter toutes les propositions, ils ne peuvent pas accepter toutes les demandes, parce que sinon ils feraient que ça. Et en plus, vu que ça reste un petit village, et qu'il y a beaucoup de pèlerins, il y a beaucoup de messes, de cérémonies, ça bouchonnerait en fait. Ils peuvent malheureusement pas accepter tous les gens qui veulent se marier à Conques. Donc généralement, les gens qui veulent se marier à Conques, ils les renvoient sur des petites paroisses des communes à côté. Enfin voilà, il nous avait dit, frère Damien, qu'ils acceptaient seulement 3 mariages dans l'année. Donc ça reste rare. C'est un peu, si vous voulez, comme si on voulait faire le mariage au Mont-Saint-Michel ou dans un lieu de pèlerinage très connu, à Santiago de Compostelle. Je pense que c'est un peu plus compliqué parce que c'est des lieux où il y a beaucoup de gens, de pèlerins, il y a toute une organisation, il y a toute une logistique presque de touristes qui rend la chose un peu plus complexe. Donc nous, quand il nous a dit, bah, écoutez, on peut essayer de voir si on peut faire ça à Conques, ça nous a touchés. Et en fait, ce qui a joué en notre avantage, c'est simplement qu'on est des pèlerins. On a été jusqu'à Rome, ce qui déjà c'est pas rien. Et puis on a fait ça dans un truc un peu traditionnel, à l'ancienne, en calèche. Si vous voulez, c'est quelque chose. Et lui, il trouve, en tant que gérant de cette paroisse, il trouve que cet acte est tellement beau
que ça mérite de marquer le coup avec le mariage à Conques. Alors, ce sont mes mots, ce ne sont pas les siens. Mais c'est un peu comme ça que je l'ai compris. C'est genre, écoutez, si on ne marie pas deux pèlerins qui vont à Rome en calèche et qu'il fait sa demande en mariage arrivé là-bas, je ne vois pas qui on marierait ici à l'abbatiale de Conques en fait. Donc on a eu cette chance. Cette chance que nous avons provoquée, mais chance quand même. Enfin, quoique non, on l'a pas provoqué parce que la rencontre avec Frère Damien, pour le coup, est vraiment de la chance. On l'a vraiment croisé par hasard le jour de notre départ, devant l'abbaye. Donc, ensuite, un mariage, ben, ça s'organise. Alors, déjà, sur le plan religieux, ça s'organise dans le sens où, tout au long de l'année, on a eu des rendez-vous avec donc la communauté chrétienne, d'autres couples. Alors, il y avait plein d'autres couples, des couples de nos âges, mais des couples plus âgés, des couples plus jeunes. En fait, tous les gens qui ont pour objectif de se marier dans l'année, on avait des rendez-vous avec la paroisse. Donc, ce genre de rendez-vous, en fait, tu rencontres déjà d'autres couples, donc ça fait des échanges, mais aussi c'est l'occasion de croiser, de rencontrer des couples qui sont déjà mariés et qui viennent partager leur expérience. Donc, je vous donne un exemple, il y avait un homme et une femme mariés depuis plus de 50 ans, qui viennent partager leur expérience de couple. Et j'ai bien aimé ces moments d'échange parce que c'est un moment où tu peux poser plein de questions sur l'amour, les relations, le mariage principalement, mais aussi sur des trucs très intimes finalement, du style comment gérer face à telle situation, comment réagir, comment être. Et ce sont c'est pas parce que c'était quelque chose de religieux que ça tournait spécialement autour de la religion. Je veux dire, on abordait des thèmes juste purement humains, de cœur. Qu'est-ce que finalement l'amour et est-ce qu'on est prêt à un engagement? Et puis ça implique quoi un engagement? Et puis finalement le mariage c'est pourquoi? Dans quel but? Est-ce qu'on veut vraiment se marier ou c'est juste un effet de mode, une réaction? Est-ce que c'est... Et du coup toutes ces petites questions étaient agrémentées par des jeux. Alors c'est pas des jeux mais c'était des petits moments de réflexion. Par exemple, on arrivait, on se mettait autour d'une table et puis on écrivait chacun sur un bout de papier des trucs. Puis après on les faisait passer, puis chacun prenait une question au hasard et tentait d'y répondre avec son point de vue. Enfin, c'était des genres de petites activités comme ça. Puis on a regardé aussi un petit documentaire sur l'origine du mariage. Ou alors, voilà, comme je le dis, il y avait des couples qui venaient témoigner. Puis on a eu beaucoup de témoignages. Là, j'ai donné l'exemple du couple qui était marié depuis 50 ans, mais on en a eu un aussi très touchant. On avait une dame qui s'était par exemple mariée, puis ensuite qui était dans une mauvaise relation, donc elle a divorcé. Mais donc on a aussi abordé ça, ce thème-là du divorce, comment t'es vu dans la communauté chrétienne ou même dans la société de manière générale lorsque tu divorces. Et puis du coup, est-ce que derrière tu peux te remarier, machin. Donc c'est des questions super intéressantes sur l'amour avec un grand A de manière générale, et donc avec la notion du mariage et tout ce que ça implique. Et donc moi j'ai trouvé ça très intéressant, et c'était des petits rendez-vous par-ci par-là tout au long de l'année, quoi. On en a eu un en début janvier, puis un autre au mois de février, puis après c'était en avril, on en a eu 4 ou 5 des rendez-vous dans ce style-là, on pourrait dire préparation au mariage. Et avec différentes bénédictions aussi. On avait quelques petites messes où à un moment ça m'a assez touché parce que on a été à la messe un dimanche, et puis à un moment donné, le curé a dit, voilà, tous les futurs couples, les futurs mariés, levez-vous, venez devant, là, on va faire une petite prière, une petite bénédiction. Donc là, il y a vraiment la moitié de l'église qui s'est levée. En fait, il y avait énormément de gens qui allaient se marier, donc je voyais tous ces couples-là. Et ils nous ont remis une icône. Donc une icône, vous savez, c'est une petite peinture sur un bout de bois. Donc c'est l'icône de la famille qui est très belle. T'as Joseph, Marie et Jésus. Et donc on a gardé cette icône avec nous qui représente la famille, qui est une valeur quand même assez belle et puis importante. Enfin pour nous en tout cas c'est important. Et puis voilà, t'as une petite prière de bénédiction pour l'amour, pour le couple. Enfin, t'as plein de petits trucs comme ça. Et alors ce qui m'a marqué, moi, si je vous parle de tout ça, c'est parce que j'essaie de vous dire ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'à chaque fois qu'on venait, on était accueillis comme des rois. En fait, à chaque fois on venait, on s'occupait de rien. En fait, ils nous offraient le café le matin, à midi on mangeait, ils organisaient tout le repas. C'était c'était des moments d'échange humains mais profonds. Et ça m'a fait du bien de renouer avec... Enfin, renouer, je ne vais pas dénouer. Mais ça m'a fait du bien de voir
cette entraide et ces échanges avec une communauté, donc ici la communauté chrétienne, qui était vraiment ancrée profond dans des valeurs d'amour. C'était vraiment quelque chose, c'était du don, c'était on est là pour vous. C'était pas, vous voyez, comme j'ai l'image du catéchisme quand j'étais plus petit, où c'est tu dois apprendre comme ça, c'est comme ça, telle prière, c'est comme ça s'est passé dans la Bible et pas autrement, tu ne dois pas dire ça. Avec ce truc dans la religion qui, je pense, en braque beaucoup, ce côté listing, ce côté notice, que moi je trouve qu'il s'est vraiment perdu maintenant avec la religion chrétienne. C'est un peu plus souple. La religion chrétienne, en fait, c'est ouvert à un truc plus large sur la spiritualité. C'est moins règle 1, règle 2, tu vois. Je trouve que la religion chrétienne, elle, à l'inverse, s'est assouplie de ce côté-là, mais dans le bon sens. Elle s'est ouverte, en fait, en arrêtant de culpabiliser ou de juger ou de dire t'iras en enfer, t'iras au paradis, tu vois. Ça s'est un peu plus ouvert. Et ça s'est beaucoup ressenti dans ces réunions qui, de prime abord, peuvent se dire « Oula, ça va être lourd, pompeux », parce que moi, j'avais cette image du catéchisme où c'était vraiment la bonne sœur qui t'explique le truc et que tu as intérêt à te tenir à carreau. Alors que pas du tout, en fait. Je trouve que maintenant, c'est devenu plus... J'ai l'impression que le message du Christ, maintenant, il est plus un truc personnel et intime, en fait. C'est dans ton cœur, c'est une voie dans ton cœur, une porte que tu décides, un chemin que tu décides de suivre, un pèlerinage, un chemin. Et ce n'est plus une règle à appliquer à la lettre. Alors après, attention, là ce sont mes mots à moi. C'est comment je ressens la chose. Actuellement, comment je définis ma religion, je trouve que c'est ça. Actuellement, je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans la religion. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent la religion. Pour plein de raisons, hein. Pour des raisons historiques principalement, genre « Oh mais oui, mais ce que faisait la religion à l'époque et machin », oui d'accord, mais là, il est grand temps à un moment donné de parler de maintenant. Ce qui nous concerne, c'est plus le passé, c'est le présent. Et dans le présent, qu'est-ce que cela peut t'apporter? Si ça t'apporte du bien et si ça te fait du bien, alors grand bien te fasse en fait. Il n'y a pas de raison de rester bloqué pour des erreurs passées, surtout qu'il y a ce qu'on appelle le pardon et la rédemption. Donc c'est des choses qui te permettent d'avancer en fait et de ne pas rester bloqué. Donc, ces petits rendez-vous, moi je les ai trouvés super, je vais pas dire nécessaires, je dis pas que c'est nécessaire, parce que je pense que quand tu es honnête avec ton cœur, ben tu sais que quand tu veux te marier, c'est pour les bonnes raisons. Disons que j'avais déjà réfléchi à cela avant, mais ça peut être quand même utile pour des gens qui se précipiteraient, qui viendraient peut-être de se rencontrer, ou je sais pas, ou en fait qui se seraient pas posé les bonnes questions. Donc finalement, d'avoir ces petites rencontres plus profondes pour amener des sujets plus, voilà, creuser des thèmes, je pense que ça peut être très utile pour finalement des couples. Ça peut être utile en fait. Peut-être qu'un jeune couple qui se pense prêt à franchir le pas, au fil de ces rencontres, peut se rendre compte que non, ils ont encore tel ou tel point à travailler. Mais moi je les ai appréciés, ces moments d'échange, et comme je vous dis, ça m'a touché ce côté... Déjà, ce qui m'a touché, c'est de voir qu'il y avait beaucoup de jeunes de notre âge, beaucoup qui se mariaient. Donc ça aussi, c'est une vision où tu te dis, ah ouais, mais le mariage c'est un truc de vieux, où ça se fait plus trop, où les jeunes de notre époque se marient plus à l'église, tout ça. Ils se marient que pour les papiers administratifs, pour les trucs pratiques, tu vois. Genre s'il y en a un qui décède, ou s'il se passe s'il y a un divorce, ou je sais pas quoi. Mais en fait, non. Dans la réalité, c'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Dans la réalité, j'ai vu qu'il y avait énormément de jeunes qui revenaient au mariage pour des valeurs importantes qui ont été perdues, justement. La génération de nos parents, et des boomers, ce qu'on appelle, s'est perdue à un moment donné dans la spiritualité pour aller vers un monde plus matériel, plus capitaliste. Et là, il y a un retour. Il y a un retour à la spiritualité et aux choses ancrées, profondes, sincères. Il y a un besoin d'enracinement, il y a un besoin de se trouver. Je pense que il y a une jeunesse qui a été trop perdue par des parents non présents, par le père qui va toujours bosser, ou la mère qui maintenant est carriériste aussi, et donc tout le monde, il n'y a plus la notion de la famille, tu peux divorcer comme ça quand t'en as ras le cul, tu peux changer, en fait il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de structure, il n'y a plus d'efforts, les gens font plus d'efforts. Et donc déjà le simple fait de se marier, ça demande un engagement qui avant même arrive, fait déjà peur. Il y a plein de gens qui refusent cela parce que oula non, ça a l'air trop casse-couille. Donc on prend des demi-mesures, on va se paxer. C'est un peu plus simple, ça demande moins de trucs, tu vois, comme ça on est un peu marié mais pas vraiment, tu vois, il y a des trucs, puis c'est pas religieux, donc c'est tranquille, ça m'a... Et on nous dépeint donc le mariage comme quelque chose d'ancien, de vieux, de chiant, et qui ne se fait plus. Or, dans la réalité, c'est tout l'inverse.
moi j'ai constaté qu'il y avait énormément de couples jeunes qui se mariaient et que ça touchait tout âge. Et c'était beau à voir. C'était beau à voir de se dire, ben voilà, il y a encore une vraie ferveur de ce côté-là. Donc ça déjà c'est un point qui m'a fortement touché. De voir qu'on n'est pas juste unique et fou, quoi. T'es pas juste là à dire, oh, bah, y a que nous qui nous marions, c'est plus du tout à la mode. Non, de voir que ça se fait encore. Beaucoup. Et pour de bonnes raisons. Pas juste pour des histoires de mariage forcé où on unit des grandes familles ou je sais pas quoi. Non, ça se fait dans un acte volontaire, réfléchi, consenti et d'amour. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'on a eu un de ces rendez-vous, on en a eu un qui est tombé le 14 février. Donc le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Et donc symboliquement, j'ai trouvé ça super beau. J'ai trouvé ça super beau que on ait un rendez-vous à la paroisse avec les autres couples. Donc nous, à chaque fois, on les revoyait, ces couples. On les a vus à tous ces rendez-vous. Un 14 février. Donc c'est quand même la fête de l'amour. Et c'est quand même trop fou, on arrive, et ils avaient fait ça comme au resto, quoi. Ils avaient fait des petites tables, donc à chaque fois c'est comme si vous voulez dans une grande salle, c'est souvent une salle communale ou une grande pièce si vous voulez. Donc tu avais vraiment la petite table avec la nappe, les roses, les assiettes, et chaque couple allait s'asseoir en intimité. Donc moi j'étais avec Charlotte. À ce moment-là on avait déjà eu notre bébé, donc on venait même au rendez-vous avec notre enfant. Et c'était beau, on était là, tu vois tous les autres couples, comme au resto en fait, sauf que c'était les paroissiens et les curés qui faisaient le service, quoi, qui t'amenaient le repas, l'entrée, le dessert, et entre chaque repas, ben, il y en a un qui prenait le micro, qui parlait, voilà, qui nous lisait des textes, ou qui nous amenait à réfléchir, ou comme je le disais un peu plus tôt, telle ou telle activité. Et c'est des moments mémorables, tout ça en fait, ça nous ancre et puis ça aussi renforce, parce que ça crée du souvenir. Et tu dis, c'était marrant pour la préparation du mariage, tout ce qu'on a fait. Et en vrai, j'ai trouvé ça beau, touchant. Et paradoxalement, enfin, pas du tout paradoxalement, mais ça a été une des meilleures Saint-Valentin que j'ai faites en fait. Tu te dis, on est là à la Saint-Valentin et en fait, on prépare notre mariage et tous les autres couples sont là aussi. Je sais pas, je trouvais ça beau. Franchement, c'était super agréable. Donc ça, c'était sur la préparation religieuse, spirituelle. Mais après, il y a une préparation du mariage plus pragmatique, une vraie préparation, une organisation. Celle d'inviter les gens, de savoir qui tu vas inviter. Des lieux, il faut trouver où tu vas, le repas. Et puis aussi les habits, le costume. Eh ben, j'en parlerai plus tard. Voilà. J'en parlerai plus tard parce que je pense que c'est déjà assez long. Donc je vous ai parlé de la préparation du mariage sur le plan spirituel religieux. Pour terminer sur cette thématique, je pourrais juste vous dire que nous, on a vraiment tout organisé avec Charlotte de A à Z. On n'était que deux à faire tout ça. On a tout fait. Donc ça a vraiment été notre mariage. C'est-à-dire qu'au moment où on l'a vécu, on pouvait juste se dire c'est génial. Tout se déroule comme on l'a organisé. Et c'est vraiment... Tout a été pensé dans le moindre détail. Et ça nous a fait du bien de... C'était compliqué. Moi, j'ai trouvé que... Parce que je m'y suis beaucoup investi, moi, dans le mariage. Comme je vous disais plus tôt, en fait, vu que j'ai fait ma demande, moi j'ai un truc un peu à l'ancienne, vieux chevalier, que vu que c'est moi qui ai posé le genou à terre et qui ai fait la demande, pour moi, dans ma logique, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, c'était à moi de m'organiser du mariage. Je voulais pas faire ma demande et puis après m'occuper de rien, tu vois. Non, je voulais aller jusqu'au bout de l'acte. J'ai fait ma demande de mariage, c'est donc moi qui crée l'événement et donc je veux le construire, le gérer, l'organiser. Donc pour moi, j'ai même voulu que Charlotte s'occupe de rien en fait. J'ai fait en sorte que Charlotte ne s'occupe de rien. Elle m'a dit oui. Elle s'est juste chargée de sa partie robe. Mais après, je voulais organiser tout. Je voulais pas que Charlotte se perde là-dedans. Parce que déjà, elle était enceinte, elle avait la grossesse à gérer. Après, elle a eu l'accouchement. Et ensuite, on a eu les premiers moments avec notre enfant. Donc, je voulais que Charlotte aussi se concentre sur tout ça qui est important. À la lettre, c'était nos premiers pas. Et moi, je voulais lui enlever cette charge d'organiser en plus un mariage. Et comme je le dis, je me sens responsable de ça. C'est moi qui fais ma demande. Et donc, j'avais un peu un honneur. Alors, c'est peut-être de l'ego, mais j'avais ce truc où je me disais, non, c'est moi qui m'en occupe. Je m'occupe du mariage. Tu es ma future femme. Je veux te faire ce beau cadeau en fait, je veux t'organiser un beau mariage. Donc c'est la raison pour laquelle c'est principalement moi qui ai tout fait.
Mais, vu que j'étais en train de vous parler sur la partie religieuse spirituelle, Charlotte m'a aidé à faire vraiment la messe, la cérémonie. Ça aussi, c'est nous qui l'avons fait. C'est-à-dire qu'en fait, le curé nous dit il faudra choisir tel texte de tel évangile, tel texte de la Bible. Il nous donne des axes pour organiser la messe. Enfin, pas la messe, mais le mariage. Mais c'est vraiment nous qui l'avons fait. On a ouvert page 0. Et alors qu'est-ce qui se passe? Entrée du marié, machin, truc. Après, entrée de la mariée sur telle musique. On a tout écrit. Après, telle lecture de texte. Alors, ça sera telle personne qui va lire ce texte, machin. Et on a tout fait. Donc, même la cérémonie, en fait, c'est nous-mêmes qui l'avons organisée. Donc là-dessus, oui, en effet, Charlotte l'a fait avec moi. C'est même principalement elle qui l'a fait sur ce plan-là. Parce que vu qu'elle avait fait quelques mois plus tôt le baptême, là, elle avait organisé aussi le baptême, il y avait un petit écho. Ça ressemblait un peu à ce qu'on avait fait sur le baptême. Donc vu qu'elle était là-dedans, on en a profité pour faire baptême et mariage. On l'a pas fait le même jour, mais je veux dire, on était dans ce même élan. Donc voilà, je vous ai parlé donc du mariage à partir de la demande et après sur l'organisation sur un plan spirituel religieux. Une prochaine fois, si l'envie m'en prend, je vous parlerai donc d'un point de vue plus pratique sur l'organisation concrète du mariage à la fois civil et à la fois religieux, mais sur le civil j'aurais pas grand chose à dire. Voilà. Toujours dans la petite forêt de Brocéliande. On va petit à petit s'enclencher, retrouver du moins, le fameux GR37, notre GR qui va nous mener jusqu'au Mont Saint-Michel. Et alors si je ne dis pas de bêtises, il doit être dans le coin, mais ça ressemble plus à un cul-de-sac qu'à un GR là. Oula. Oula. Étude de la carte. Bon, demi-tour. Faut qu'on repasse toute cette grande ligne. Parce qu'en fait c'est un cul-de-sac. Alors sur notre carte il y a marqué que c'est un petit chemin praticable. Mais non, vous l'avez vu, ça se termine vraiment en petit cul-de-sac. Alors faut qu'on essaie de sortir de cette forêt. Mais malheureusement pas par là. Demi-tour. Alors là je sais pas du tout où on est, mais c'est très labyrinthique. On est en train de marcher, alors heureusement qu'on a les cartes avec nous, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais je sais pas, il y a une ambiance bizarre. Regardez, il y a des genres de marécages, là, faut faire gaffe où on marche en fait. Ils appellent ça des zones humides. En fait, depuis tout à l'heure, on avance sur une grande ligne droite. Et au bout, c'est une chance sur deux que ça soit fermé. C'est du pifomètre. Soit tu as une barrière et tu peux pas passer, soit tu peux passer. Du coup, là, on est comme un peu... En fait, c'est assez frustrant parce qu'on est à côté de notre point de destinations. Mais on n'arrive pas à s'extirper de la forêt. On est comme coincé ou constamment entouré d'un grillage. Pourtant, vous voyez, on voit la route et il y a des bagnoles là-bas. Mais il y a tout un grillage tout autour. Donc on essaie de trouver une sortie de ces bois. Là c'est vraiment la forêt. Hein. C'est bien Babine. J'espère qu'on va pouvoir sortir parce que on commence à faire beaucoup d'aller-retour. On va bien trouver une sortie à un moment donné dans cette forêt ou quoi? Ah il y a des gens. Bonjour. Ah, on peut sortir par là? Ouais, on est coincé depuis tout à l'heure. Ah là, nickel. En fait, tout est grillagé. Viens, Babine. Tout est grillagé partout. Oui, c'est même que ça, quasiment. Ah putain, enfin. Vous faites le GR... vous faites un GR37? Ah, ok. Ouais, un GR37, il part de Brest, il va au Mont Saint-Michel. Il passe par là. Enfin, peut-être pas par là, mais bon. Bon, bon courage, merci. Merci. Enfin sorti, chat.
Ah, putain, j'ai l'impression d'être dans Jacouille quoi. Ah, du goudron messire, du goudron. Enfin, pas du, il dit pas ça du tout, c'est pas du tout la scène. C'est pas du... Cette scène n'existera jamais dans le film. C'est bien Babine, tu m'as bien suivi. Ça fait longtemps qu'on marche. Là, il va être 19 h. Hein. On aura passé notre journée à traverser cette immense forêt. On est parti de tout là, on va tout là. Donc dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On est encore en train d'avancer là, en pleine forêt. Notre objectif, c'est d'atteindre cet étang. Et ensuite, on va continuer ce petit GR qui s'appelle les Tours de Brocéliande. Et pam, ici, on s'enclenche sur le 37. Et ça nous fera arriver à Plélan-le-Grand. Voilà, donc on est à la fois proche et à la fois encore assez loin parce que, ben, vu comme ça, on a l'air à côté, mais en vrai, c'est quand même de la longue distance. Donc pour vous décrire l'ambiance, c'est toujours celle-ci. Une longue ligne droite à travers la forêt. Après, ça a son charme. C'est beau. Mais il n'y a pas de mais, c'est long. Ça s'est couvert en cette fin de journée, donc on a toujours un épais nuage gris. Et puis il fait frais aussi, hein. Là c'est... Je vous cache pas qu'il fait un peu froid même. Regardez, on sort du chemin derrière là, avec la barrière blanche. Donc on a retrouvé un semblant de route, enfin une route, même pas un semblant. Et alors il y a un truc qui nous intrigue depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a un groupe de gens là-bas, mais on ne sait pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'ils sont venus observer des... Je suis sûr qu'ils observent des trucs, genre des oiseaux ou quelque chose comme ça. Il doit y avoir une sortie, ouais, ou genre c'est la période d'accouplement de... Non mais j'en suis sûr que c'est un truc comme ça. Je sais pas, oui, des flamands verts. On va à droite. Ouais, et puis on suit pas le GR par contre. On le rebrousse. On va tout droit et puis ouais. on tape la route. Oh, regarde la maison là-bas. Incroyable. Waouh. Il y a une petite hutte à côté là. Ouais. La hutte d'Agrid. Elle est belle hein, près du lac là-bas. Bonjour. Il se passe quoi? En fait, il y a le cerf qui brame en ce moment. Ah, c'est le brame du cerf. Ouais, et en fait là ça se passe pas trop mal, parce que du coup toute la forêt en face, on peut pas y aller. Et du coup les cerfs souvent ils viennent boire en fait sur la rive là-bas. Et du coup on les entend pas trop mal quand les... Là, il est peut-être encore un peu tôt je pense. Merci pour l'info. Mais... C'est le brame du cerf les amis, je regrette qu'on n'y ait pas pensé. Je pensais aux oiseaux moi. Mais c'est donc le... Et oui ça y est, hein. On arrive en octobre, c'est vrai que c'est vers le mois d'octobre le brame. Donc c'est tous les passionnés qui viennent parce qu'ils peuvent les observer depuis la rivière. C'est trop bien, franchement. On serait pas attendu ce soir, j'aurais bien pris le temps de les regarder. On l'avait entendu l'année dernière en Corse, tu t'en souviens, le brame du cerf. Il faut savoir que ce soir on est donc attendu chez un abonné, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a une personne qui nous attend vers Plélan-le-Grand. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'y aller, mais là j'avoue il est tard. Cette journée nous a pris plus de temps que prévu. Les nombreux allers-retours dans la forêt de Brocéliande. Donc là on est toujours dans la forêt de Brocéliande, on est en train de s'enclencher sur un petit... On est sur un GR qui s'appelle le GR qui fait le tour de la forêt de Brocéliande. Et donc il nous ramène petit à petit, il nous approche de Plélan-le-Grand. Alors il fait bien tard, hein, il fait bien tard. Là il va être 20 h et il fait bien sombre, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on sent qu'il fait nuit de plus en plus tôt. Et donc même si ça rend pas en vidéo, là je vous assure qu'il commence à faire bien sombre. Salut le petit poney. Et encore plus quand tu commences à rentrer dans les sous-bois, la forêt. Talgor c'est par là. Après par chance, regardez, on a retrouvé notre ami l'équibraise. Vous voyez ce petit logo là sur l'arbre, le fer à cheval. C'est un chemin conseillé à faire quand vous avez des chevaux. On fait pas exprès, mais depuis un petit bout de temps, on est souvent dessus. Bon, il se fait tard, les lanternes automatiques s'allument sur les sacoches. Je vais vous ouvrir la carte parce que aujourd'hui ça aurait été que ça, la rando, vous voyez. Une forêt à chaque fois avec un croisement gauche, droite. Et on a réussi, hein, on a réussi. Je
Je dis on a réussi parce qu'en fait il y a beaucoup de propriétés privées, donc des endroits clôturés avec des barrières. Mais on a réussi quand même à se frayer un chemin parmi tout ça, en combinant plusieurs GR. Donc on avance. Donc là, vous voyez, on est sur ce qu'ils appellent un GR du Tour de Brocéliande. C'est pas le GR37, mais c'est un chemin qui fait un peu tout le tour de Paimpont. Mais il vient s'enclencher sur le 37, comme vous pouvez le voir ici, 37. Donc là, nous, notre but, c'est d'aller tout droit, et boum, on sera sur le 37. Et ensuite, on sera surtout dessus Plélan-le-Grand. Et notre hôte est ici. Donc on arrive bientôt. Je vais vous ouvrir l'autre carte. Alors celle-là, c'est celle qui enregistre notre tracé. Vous voyez tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Ce matin, j'ai oublié de l'allumer, c'est pour ça que le trait bleu commence ici. En fait, on a commencé à marcher sans que je l'allume. On avait déjà fait 1 km, presque 2. Donc il faudra rajouter 1,5 km à notre total de ce soir. Mais en gros, regardez, on n'a pas chômé. Là, c'est les moments où on s'est un peu perdu, là, où on s'est embrouillé, où on a fait des allers-retours. Et donc on arrive sur le GR37. Qui lui, vous voyez, passait par en bas, là, ce qu'on a fait hier en fait, de la forêt de Brocéliande. Nous on a coupé en plein bois. Et ben les amis, c'est un sacré périple. Oh là là, tout ce qu'on a parcouru déjà, c'est ouf. Je vous l'annonce déjà ici, regardez, le GR va continuer là-haut. Ensuite il va là. Ensuite il descend ici, il remonte sur Fougères pour arriver sur le mont Saint-Michel. En fait, nous ici, là, on va couper là. On va pas faire toute cette boucle. Parce que le chemin est long, parce qu'on rentre de plus en plus en automne. Ça devient compliqué. Donc en fait, ici, on coupera le GR37 pour le reprendre ici. Toujours dans l'immense forêt de Paimpont. Alors là, il est 20 h, mais il fait bien sombre. Il fait bien sombre, on n'est toujours pas arrivé chez notre hôte, mais ça ne serait tardé. Ben voilà, c'est tout. C'est juste pour vous dire qu'on aura beaucoup marché aujourd'hui et qu'il nous tarde d'arriver parce que on est éclaté quand même. On fait des grosses journées. On fait des grosses journées. Voilà, il fait bien sombre. On est dans la forêt, il est 20 h passé, il va être 20 h 30. Et des fois tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'on fout encore dehors à cette heure-ci, quoi. Bon, c'est officiel, il fait nuit avant 20 h 30 maintenant. Là, on est clairement dans le noir. Putain, c'est fou le changement. Dire qu'au début de cette aventure, il faisait encore nuit vers 22 h, 22 h 30. Donc là, on a pour de bon traversé la forêt, quoi. On aura peut-être encore quelques tronçons de forêt de Paimpont ici et là, mais on a traversé le gros du gros de la forêt. Quand on regarde la carte du ciel, c'est impressionnant. On a beaucoup marché. C'était une sacrée étape aujourd'hui. Waouh! Donc là, on est sur du goudron. Au bout de ce chemin, de cette route, il y a Plélan-le-Grand. Et donc nous, notre destination, c'est entre ici et Plélan-le-Grand. On va pas vraiment aller à Plélan-le-Grand même. On va s'arrêter un peu avant. Donc voilà, je vous reprends lorsqu'on sera arrivé. Regardez juste avant tout ce qu'on a fait. C'est beaucoup. Hein. Oh. Boum. On a quand même avec Charlotte, je trouve, une moyenne qui est impressionnante. Et on arrive sur Plélan-le-Grand. En fait, on l'a même dépassé, on est légèrement au-dessus. On a limite été trop loin, tu sais. On revient un peu en arrière. Mais regarde tout ce qu'on a franchi, c'est ça là. Toute cette forêt là. On a traversé tout ça. C'est un gros morceau aujourd'hui. Mais c'était culte. En vrai, c'était assez magique. J'avoue, il y a un truc un peu... juste t'es dans la forêt, t'es coupé de tout. Tu croises personne et tout. Il y avait quelque chose d'assez introspectif aujourd'hui qui nous a fait du bien. Bon. On arrive à Plélan-le-Grand. On est suivi par une bagnole qui nous éclaire.
Ça commence à devenir n'importe quoi cette histoire, il est temps qu'on arrive. Et je vous rassure, nous sommes bien arrivés. Il était tard, on était explosés, donc j'ai arrêté tout simplement de filmer. Donc rendez-vous demain pour la suite de notre aventure.